Bienvenue dans PAF. PAF, vous le savez, c'est cette émission où on débat de l'actualité. Aujourd'hui, nous traiterons de 3 grands thèmes. Nous reviendrons évidemment sur les élections départementales. Est-ce qu'on a bien compris, est-ce qu'on a bien analysé le vote des Français? Et puis, la France est désormais non plus coupée en deux, comme elle l'a été pendant toute la Ve République, mais en trois. Quelles conséquences sur la vie politique? On parlera aussi du projet de loi sur la sécurité. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés pour lutter contre le terrorisme? Florence Mercadé-Choquet, qui est avocate, a bossé beaucoup sur cette loi. Elle nous dira quels sont les tenants et les aboutissants. Et puis, on parlera de football, le mondial au Qatar. Alors, vous savez que Michel Platini vient d'être élu président de l'UEFA. Il est l'un de ceux qui ont voté pour l'organisation du mondial au Qatar. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont voté pour se demandent si c'est une bonne idée de faire jouer ce mondial en hiver. Alors la question se pose, est-ce que c'est le règne de l'argent ou est-ce que, après tout, un pays qui a les moyens d'organiser une compétition comme celle-là a le droit ou non de le faire? On en parlera avec justement Florence Mercadé-Choquet. Bonjour. Bonjour Patrice. Avocate au barreau de Versailles. Et vous avez, je l'ai dit, beaucoup travaillé pour nous. Voilà, je vous ai préparé un petit best-of. Étudié le projet de loi. Alors, vous êtes la seule femme aujourd'hui, mais enfin, je vais essayer de porter les couleurs haut dans le ciel. Donc voilà, la parité est quand même établie avec vous. À côté de vous, Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur et vous venez avec un nouveau livre, votre dernier livre, pas de vous, hein, un livre de Ted Papas qui s'appelle La rascasse avant la bouillabaisse, qui est un polar. Un polar marseillais. Enfin, l'auteur est marseillais. Rascasse avant la bouillabaisse. Voilà, ça se passe pas mal à Marseille et au Brésil. Enfin voilà, on voyage beaucoup avec ça. Ouais. C'est très bien. Très marrant. Moustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Patrice. Le Football Club du Trappe, très bien. Il y y a toujours beaucoup de travail, Patrice, mais ça bosse. Et ça va bien. Et la pharmacie? Pareil. Pareil. Voilà. Jean-Luc Madec, des Templiers. Oui. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Ça fait 8 siècles que ça dure. Donc voilà, oui. ça donc, va bien. Vous en avez vu d'autres. Absolument. Et alors, je suis ravi et honoré d'accueillir Stéphane Monson. Bonjour, vous êtes professeur à la faculté de droit, à l'université de droit de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes professeur de droit public et de sciences politiques. Vous avez été doyen de cette faculté. Et donc, vous nous éclairez notamment, enfin, quand on va parler des départementales, mais aussi sur les autres sujets. J'espère bien que vous m'éclairerez aussi. On va tous s'éclairer. Bien sûr. Formidable. Bien sûr. Mais peut-être avant d'aborder ces sujets, il faut qu'on revienne quand même sur ce crash de l'A320. On a appris aujourd'hui que c'était le copilote qui était en dépression et qui a sacrifié 149 personnes avec lui. C'est-à-dire, c'est quand même le plus grand tueur en série, je pense, de l'histoire, après tout. Il y a eu plusieurs choses assez frappantes. C'était dire l'ultra-médiatisation de cette affaire, la prise de parole des politiques. Qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans, Jean-Charles? Moi, ce qui m'a frappé, c'est la présence de nouveaux porte-parole au ministère de l'Intérieur, François Hollande, qui est omniprésent et qui est là, qui prend la parole dès qu'il y a une victime quelque part. Il est là pour nous donner des nouvelles. Enfin, je ne sais pas du tout l'image que je me faisais du rôle d'un président de la République. Ça, je trouve ça assez curieux, cette suractivité dans la compassion et l'émotivité. Enfin, c'est à mon avis. Il y a un marché à Tinus dimanche, donc. Oui. Enfin, bon. Donc ça, c'est curieux. Et puis après, ce qui m'étonne, c'est que c'est bien évidemment horrible cet accident, mais l'avion se serait écrasé de l'autre côté des Alpes. Oui, en Allemagne. Tout le monde s'en serait foutu. Mais enfin, en tout cas, ça n'aurait pas fait le même bruit en France. Hein, là, non, si, parce que très honnêtement, je veux dire, ce Boeing s'écraser en Italie, ça n'avait pas d'importance pour nous. On aurait fait 2 minutes dans les journaux télévisés, et là, on en parle toute la journée. C'est incroyable, c'est ce petit déplacement géographique qui fait que on ne parle plus que de ça. C'est bien pour le Front National, parce que du coup, on ne parle plus du Front National pendant 2 jours. Mais cela mis à part, c'est. Et alors, qu'est-ce qui est le plus flippant, j'allais dire, à votre avis? Est-ce que si on avait pris que c'était une panne technique, ou est-ce que le fait qu'on puisse monter dans un avion avec un pilote qui a des problèmes psychologiques? C'est plutôt rassurant, parce que statistiquement, on a assez peu de chances de tomber sur un pilote de ligne suicidaire. Et donc, voilà, c'est un horrible fait divers, c'est un horrible accident. Mais, voilà, ça vous a frappé, non Moi, ce qui m'a, pas frappé, mais ce qui m'a, pas non plus amusé, mais les journalistes se sont sentis obligés avant qu'on sache le fin mot de l'histoire, de rappeler que les transports aériens étaient le mode de transport le plus sûr du monde, statistiquement, etc. Il y a toujours
ce décalage entre la passion et l'émotion, et puis une espèce de rappel à la raison, en disant aux gens, mais continuez à prendre l'avion parce que c'est le transport le plus sûr du monde. Moi, ça me rassure moins. J'aurais préféré, à la limite, que ce soit un problème technique, plutôt que de tomber sur un dingue dans le cockpit, parce que déceler un dingue, ça me semble plus compliqué que de déceler un problème technique. Moi aussi, donc, je suis moyennement rassuré. A priori, oui, ça me flippe plus. Moustapha ? Jusqu'à savoir à quel point on peut savoir dans cette affaire ce qui s'est passé, mais au moins avoir eu connaissance que c'était un probable suicide, comme ça a été évoqué. Moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé, et ça va probablement rejoindre le thème qu'on va évoquer tout à l'heure, sur la notion de sécurité et la notion de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement sécurisé les cockpits que finalement le mec s'est retrouvé tout seul à l'intérieur et qu'on n'a pas pu. Et il y avait tellement de monde. Alors moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est qu'il y avait tellement de monde d'un côté, mais qui allait périr, et une personne seule isolée qui, elle, allait se permettre d'aller cracher tous les autres. Donc cette espèce d'intérêt personnel qu'il avait, lui, son intérêt personnel étant probablement de mettre fin à sa vie, et l'intérêt général qui était de sauver la peau de tous. Et c'est cette distance que j'ai eue tout de suite, il est tout seul, il a un intérêt particulier, il scratche tout le monde. Et par contre, on a voulu ça au nom de la sécurité générale. Et c'est ça, on ne peut plus rentrer dans la cabine de pilotage. C'est surtout ça qui m'a frappé. En même temps, ce qui a frappé, à mon avis, beaucoup plus les gens, c'est surtout la montagne. Mais pour le coup, c'est redoutable. Et pas les prises de position politique. Parce que là, je pense que pour le coup, effectivement, ça permet d'alimenter beaucoup de choses sur les télés, mais je crois que ce n'est pas le sujet de savoir si le chef de l'État a pris la parole au bon moment ou pas au bon moment. Qu'aurait-on dit si ça n'avait pas été le cas? Si ça avait été d'un côté d'une frontière plutôt qu'une autre? Après tout, oui, si on avait été italien et c'était passé de l'autre côté de la frontière, alors on aurait été concerné en tant qu'Italien, parce que ça aurait tourné en boucle sur les chaînes italiennes. Mais il y a aussi toute la solidarité française, c'est-à-dire les gens, les habitants, tous ceux qui ont manifesté leur... Jean-Luc ? On essaie de faire la mécanique parfaite, et je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. La sécurité dans l'aviation, c'est une évidence aujourd'hui. La mécanique humaine, elle ne sera jamais parfaite. C'est une bonne conclusion, Florence. Oui, mais je pense que Moustapha a mis le doigt sur une vraie problématique qu'on va retrouver justement dans la loi sécurité. Sur qui est le principe de à force de vouloir sécuriser, on peut... c'est le principe de proportionnalité qu'il faut appliquer et comment on l'applique. Et je reviendrai dessus. Oui, bien sûr. Et puis la deuxième observation, c'est ce qui m'a un peu amusé aussi, c'est les médias doivent remplir le temps. C'est incroyable. Et alors chacun y va de son propre scénario. Donc il y a eu des tas de scénarios qui se sont développés qui étaient faux. Et maintenant qu'on a un scénario suicide, on a d'autres, j'entendais en Espagne, des médias qui donnaient des scénarios différents sur suicide, terrorisme, et on continue à délirer. Alors qu'il y a une enquête qui est en cours. Hier, j'entendais à la radio, on ne connaît pas la nationalité des pilotes, mais ils parlaient allemand entre eux. Bon, on a peut-être un petit doute, non? Mais c'est vrai que non, mais on ne sait tellement rien et comme les chaînes d'infos en continu sont obligées de fournir de l'événement à la minute, évidemment, on dit tout et n'importe quoi. Exactement. Il y a une autre petite affaire, pas pour les victimes, mais c'est celle de cet enseignant pédophile. Alors, je rapproche les deux parce que le copilote, on avait en effet, on savait qu'il avait eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Cet enseignant, on savait aussi qu'il avait déjà été condamné. Enfin, là aussi, ça pose un problème. Comment ça se fait que l'éducation nationale laisse passer ça, hein, non? Je crois que quand il a été condamné en 2008, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Et il n'y a pas eu d'interdiction d'exercer, parce que le juge judiciaire peut prononcer une interdiction d'exercer sa profession, et ça n'a pas été prononcé. Et dès lors que ça n'a pas été prononcé, il a quand même un casier. C'est vrai qu'il y a manifestement un problème au niveau de l'éducation nationale, puisqu'on est quand même censé un peu vérifier les casiers. Et donc il a continué à exercer normalement parce qu'il n'a pas... Alors est-ce qu'il y a une erreur en 2008 dans le cadre de son jugement? La non-interdiction. En tout cas, il n'a pas été interdit. Et donc il a continué. Et je crois que l'usage aussi souvent en cours dans l'éducation nationale, c'est que quand un enseignant dévisse est un peu pris dans des faits délictuels, le meilleur moyen de s'en séparer, c'est de le muter.
Et donc, il a été muté voilà. de et donc, nombreuses quand on le reprises, mute, bien évidemment, on ne dit pas pourquoi on le mute, parce que sinon personne ne voudrait personne l'accepter. voudrait, Donc voilà, c'est des gens qui passent leur temps à se balader d'une école à une autre, et à chaque fois le type arrive, bah tiens, on a un nouveau prof, on a un nouveau directeur. Il dit, oh, bah oui, il était à Marseille, le voilà à Paris. Enfin, je veux dire, et peu importe, parce que si on disait, bah oui, il vient parce qu'il aime un peu trop les petits garçons et les petites filles et tout, les mecs disent, bah vous êtes sympa, on n'en veut pas. Alors que là, comme on ne sait pas, on le prend comme si c'était une mutation géographique classique, quoi. Donc, d'ailleurs, les plaintes se multiplient. Oui, les plaintes se multiplient, voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas que... Enfin, ça fait un peu le lien avec le débat, parce qu'on n'arrête pas de dire que on est tous fichés, qu'on sait tout sur tout, ça qui est, tout le temps. on Là, en parlera tout visiblement, à l'heure, mais failles, c'est donc, un des problèmes, parce qu'on voit bien que, oui, en effet, on est probablement tous fichés et surveillés, mais que les plus coupables le sont moins que nous, les autres. C'est aussi la problématique de l'emploi à vie dans la fonction publique, où on voit bien que malheureusement, à partir, le même problème, quand même, je suis désolé, à partir du moment où il y a vraiment un individu qui pose problème, on ne le met pas à la porte. Dans le privé, on le mettrait dehors immédiatement. Dans la fonction publique, on ne met pas à la porte. On mute, on transige, et puis il y a plein de gens. Bien parler sous le contrôle du professeur de droit public, mais je crois que c'est pas tout à fait. Il y a des fautes détachables, il me semble. Il y a vraiment une relation de cause à effet. Oui, on met à la porte. Alors ça se voit pas beaucoup. C'est pas si fréquent que cela sur la masse des agents publics. Mais je vous rassure. C'est rarissime. C'est pas si fréquent, c'est rarissime. Quand il y a une faute qui n'a rien à voir avec l'emploi pour lequel les fonctionnaires sont employés, ils peuvent être... la faute détachable. Faute détachable, enfin voilà. Oui, et puis il y a la faute disciplinaire. Absolument. Ça existe quand même. Alors, je propose d'aborder le thème des départementales. Alors, on va rester assez national, puisque le vote du deuxième tour n'a pas encore eu lieu. Je me tourne vers vous, Stéphane Monson. Est-ce que, finalement, on a bien vu ce qui s'est passé au premier tour? Je veux dire par là qu'on était un peu omnibulé par les sondages et les erreurs des sondages, et les commentaires se sont faits par rapport aux sondages, et peut-être plus par rapport aux sondages qu'à la réalité du vote. Mais c'est presque comme d'habitude. Maintenant, les soirs d'élection, on compare par rapport à ce que disaient les sondages et on confond donc la démocratie d'opinion et la démocratie d'élection. Ce qui fait la décision, jusqu'à preuve du contraire, c'est le corps électoral. Ce ne sont pas les instituts de sondage. Les instituts de sondage exercent un travail qui n'est pas si évident que cela. J'allais dire même parfois un travail qui n'est pas si net que cela. Surtout sur des élections comme ça. Sur cette élection-là, c'était extrêmement compliqué, puisque les circonscriptions avaient été remodelées, donc impossible de se caler sur ce qui se passait jusqu'à présent, puisque les cantons ont été remodifiés. Et puis, de surcroît, c'est 4000, en réalité 4000 élections locales, avec 4000 personnes. Oui, très compliqué, avec une géographie politique quasi illisible. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires que suscite la classification opérée par le ministère de l'Intérieur et qui, selon qu'on opère une classification ou l'autre, donne des chiffres totalement différents. Donc, les sondages, c'est un repère, mais rien de plus. Et c'est vrai que la soirée que nous avons passée en partie ici, d'ailleurs, montrait bien que la grande surprise, en fait, c'était celle des sondages. Le Front National n'arrive pas en tête. Sondage qui annonçait le Front National en tête. Alors, le Front National n'arrive pas en tête. Victoire de l'UMP et victoire du Parti Socialiste. Ouais. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Hein, mais enfin, regardons les choses froidement. C'est un score considérable, un score remarquable pour le Front National. Voilà. Oui, il faut rappeler qu'il avait, je crois, un élu. Un élu sortant. Un élu sortant. Bon, il y en aura probablement beaucoup plus. Ce qu'il y a sur les sondages, ils ne sont pas si faux que ça. Ce qu'il y a aussi, c'est que les gens corrigent les sondages. Je dis pas qu'ils sont faux, je dis que les commentaires se sont faits surtout beaucoup par rapport aux sondages. Donc, ils n'ont peut-être pas vu la réalité de ce qu'était le vote. C'est que le sondage sert aussi d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, on leur dit, le Front National va être devant. Donc, ça motive les gens qui n'ont pas envie que le Front National soit devant à aller voter. Et c'est vrai pour plein d'autres choses. Dans des élections peut-être plus locales, etc., quand on dit un tel est en tête, du coup, ça peut motiver les gens. Donc, c'est quand même des informations qui sont très intéressantes. Et il ne faut pas acheter le sondage trop vite en disant ça sert quand même beaucoup, je pense. Ça, Non, c'était pas une question de jeter les sondages. Je trouvais dans l'appréciation qui a été faite, tout le monde a commenté en effet, oui, le Front National n'est pas le premier parti de France, mais il est quand même à 25-26%, c'est-à-dire autant qu'aux européennes, et dans une élection qui lui n'était pas forcément très favorable.
Il est quand même passé devant le PS, c'est quand même un truc faramineux. Et alors, comme dit Stéphane Monson, ça dépend des comptes qu'on fait. Si on fait toute la gauche, pas toute la gauche. Oui, bon, le PS, c'est le PS, non? Oui, enfin, voilà. les additions qui ont été faites n'ont pas de sens. Non, n'ont pas de sens. Vous additionnez des gens qui ne peuvent pas se voir, en clair. Front de gauche, Parti socialiste et écolo, ça fait 36, autant que à droite. Alors à droite, ils ne peuvent pas plus se voir non plus, mais là, pour le coup, ils ont quand même mieux joué. Ça fait 36-36. De là, paraît-il, je lisais ce matin, un espoir pour 2017, du côté de la gauche. Bon, l'espoir François Hollande dit à tout le monde, voilà, j'ai des chances d'être au second tour. Si toute la gauche se regroupe derrière, mais enfin, on n'y est pas encore. Il a dit j'ai des chances, il n'a pas dit le nombre de chances qu'il avait. Oui, on a toujours des chances. Il a 2 chances. Ce qui est drôle, c'est qu'il pense déjà beaucoup à ça. Enfin. Dans ces élections, est-ce que finalement on peut parvenir à des choses beaucoup plus simples? Parce que moi je trouve que c'est un peu compliqué. Moi, l'histoire des sondages qui corrigeaient parfois parce que c'était trop important. C'est-à-dire qu'à une époque, les sondages disaient que le Front National était relativement bas parce que les gens ne s'exprimaient pas lors des sondages. Oui, il y a parce qu'il y avait les corrections. Aujourd'hui, il y a une correction. Voilà. Et toute cette interprétation qu'on peut avoir des camps et des autres, moi j'ai juste peut-être une réflexion, encore une fois, qui m'aurait frappé sur cette élection pour le coup. C'est qu'on aurait des gens qui sont divisés entre eux, auquel cas ça donne une fragmentation du vote, auquel cas le Parti socialiste se retrouve très isolé et très minoré. On a un camp qui s'est rassemblé. Alors on rassemble des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui ont au moins le mérite d'avoir dit on veut être ensemble. Voilà. Mais les autres aussi, sauf qu'ils voulaient être élus chacun dans leur camp. Au moins la droite a eu ce mérite de dire on veut être rassemblé. Et puis un Front National qui a dit non seulement on va être rassemblés, mais on est déjà rassemblés puisque c'est autour d'une seule personne. Donc on a un camp fragmenté et qui fait au total peut-être 30%, un camp qui est uni et qui fait 30%, et un camp qui est, alors pour le coup, sur le mode d'une seule famille, d'un seul chef, et on a envie d'ordre, et auquel cas on vote pour une seule personne, et c'est beaucoup plus clair. Voilà les 3 thèmes que j'ai vus, moi, qui m'ont frappé sur ces élections. On peut en avoir vu 2 autres. C'est d'abord que pour une élection qui finalement intéressait peu de monde sur les précédentes, pour les cantonales, le taux d'abstention est plus faible que d'habitude, c'est plutôt un bon signe. Plus faible qu'aux précédentes. Hein, voilà. Donc plus faible que d'habitude, si vous voulez. Donc voilà, il est plus faible que d'habitude. Et le deuxième point, c'est que visiblement, on a quand même beaucoup d'électeurs qui n'ont pas spécialement voté pour les cantonales, mais plutôt pour donner un signe au national. Et ça, c'est une évidence. Alors après, les résultats, on les discute, on peut en penser ce qu'on veut, mais quand même, il y a, je crois, là 2 points qu'il faut noter. 1, moins d'abstention. 2, un vote qui exprime plutôt une orientation à l'échelon national plus qu'à l'échelon départemental. Et ils veulent un chef, un camp uni, une personnalité, le sauveur dont on parle souvent autour de cette table. C'est pas le patron de l'UMP. Je ne sais pas qui ça sera par contre. C'est un peu ça. On verra. Florence ? Oui, alors moi ce qui m'inquiète beaucoup dans ces résultats, c'est que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Front National s'implante, fait du maillage territorial. Et je trouve ça très inquiétant parce qu'on a quand même des arguments qui ont été développés sur ce dernier mois, notamment à l'encontre des assistants parlementaires européens qui ne foutent pas les pieds à Bruxelles, donc ils sont quand même pas très au niveau des valeurs, ça choque un peu les choses. Sur des candidats qui se sont fait attraper, il y a à peu près 500 candidats avec des propos racistes très avérés. Tout se dit contre le Front National, les relations avec la Russie. Enfin bon, il y a des tas de choses qui se disent contre le Front National de manière très objective. Mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça ne touche manifestement pas, en tout cas, ceux qui votent Front National, parce que quoi qu'ils arrivent, ils vont aller voter Front National. Alors on trouve de tout. Je pense qu'on trouve des gens hyper racistes, et puis on trouve des gens qui ont envie de faire exploser le système, il y a des gens qui ont envie, gauche, voilà. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que quoi qu'on dise de raisonnable, d'objectif, de réel, ça n'a pas d'impact. Si ça en a un, ça les fait monter. Ça les fait monter, ça peut faire monter. Oui, enfin ça n'a pas l'impact qu'on veut. Est-ce que le Nini, par exemple, favorise la banalisation du Front National? Mais je trouve que c'est une absence de courage, d'une lâcheté politique. C'est la politique niveau 0 pour moi, le Nini. Si. Non, mais il faut arrêter de dire que le Front National, enfin moi c'est mon avis, mais de dire que le Front National est un parti politique comme les autres. Ça n'est pas un parti politique comme les autres. Il n'est pas interdit, c'est un parti politique comme les autres. Non, c'est pas un parti politique comme les autres. Voilà, donc ça c'est mon avis. D'accord. Je le partage avec moi-même. Militons pour qu'il soit interdit. Voilà. Tant qu'il n'est
pas interdit, il est comme les autres. Et je pense que les partis politiques républicains et démocratiques doivent appeler à voter pour des partis républicains et démocratiques. Et je suis personnellement, je trouve affligeant, quand on dit que c'est une faute morale de dire le nini, je suis d'accord. Mais supprimons les partis politiques et unissons-nous tous contre le Front National et on revote François Hollande pour 50 ans, Manuel Valls, etc. Non, c'est objectivement et clairement la gauche, et c'est très habile politiquement, Mitterrand l'avait fait, Hollande le continue, a trouvé comme idée merveilleuse de faire monter le Front National pour détruire la droite. C'est en partie réalisé, c'est assez efficace, mais la droite peut enfin un jour se réveiller en disant on va arrêter de jouer ce jeu débile à chaque fois de perdre les élections parce que sous prétexte de beaux sentiments, etc., en disant on va pas voter pour le Front National, votons pour les socialistes. On va passer son temps à critiquer les socialistes et dès qu'il y a une élection, on dit attendez, mais non, mais chers électeurs, les socialistes sont très mauvais, mais là, finalement, votez pour eux. Mais les gens deviennent dingues. Après, on se demande pourquoi ils ne vont pas voter. Il y en a peut-être de ton point de vue, c'est de dire qu'ils sont mauvais, mais des autres, ils sont très dangereux. Il y a des départements où il y a des alliances d'ailleurs entre la droite et la gauche. Cela dit, je pense qu'il y a des arguments contre le Front National. On n'a qu'à les sortir, on n'a qu'à le faire. Mais sortir, effectivement, comme tu le disais il y a 2 minutes, 3 jours avant les élections, du chapeau, l'histoire ridicule, on s'en contrefou que les assistants parlementaires du Front National aillent ou pas au Parlement européen. Mais c'est pareil dans tous les partis. Enfin, je veux dire, l'absentéisme au Parlement européen. Non, mais là, c'est les assistants, c'est pas les c'est moins grave. Pour revenir sur la question, faut-il appeler, et pour le coup, à voter socialiste ou UMP contre le Front National, et donc le fameux Nini? Moi, je pense que Florence a absolument raison. C'est un manque de courage politique, en tous les cas. Il y a aussi stratégique, parce que être parti politique et dire que finalement, tout ce qu'on dit n'a pas d'importance, donc on vous demande de ne pas tenir compte de ce qu'on vous dit de faire. Parce que nous, on pense que le Front National, ce n'est pas une bonne chose. On pense que, éventuellement, le Parti Socialiste n'est pas une bonne chose. Et à la gauche, en tous les cas, c'est sur l'UMP que le problème se pose. Le Parti Socialiste a dit votez plutôt pour la droite. Voilà. Donc au moins, ils se sont positionnés. Mais stratégiquement, ça a un sens, parce que moi, si je suis dans un parti politique, j'ai envie qu'on m'écoute. J'ai envie, je ne dis pas que je le serai, mais j'ai au moins envie qu'on m'écoute. Auquel cas, dire ne votez pas ni pour l'un ni pour l'autre, et moi ma consigne c'est de vous laisser faire ce que vous voulez, quelque part il y a un rapport au politique qui est gâché. C'est-à-dire que à la fois c'est ce manque de courage, et en même temps, voilà, c'est juste que c'est ma fonction de vous dire ce que je pense et ce que je vous demande de faire. Non, mais d'autant plus que ceux qui sont derrière le Nini disent de toute manière, les consignes de vote, nos électeurs n'en tiennent pas compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de parole et non, mais ça c'est une tendance des politiques à suivre les électeurs plutôt qu'à les précéder. Et ça fragmente l'UMP. Si vous avez à ce point-là tous les deux besoin d'un chef, allez au Front National. On voit qu'une tête et puis non mais vous êtes fous. Cependant, je pense qu'il est quand même. Ils ne feront pas le Nini dans ce cas-là. De constater que 30% des électeurs aujourd'hui cherche une autre voie. Alors que la voie du Front National ne soit pas la bonne, soit, mais en tous les cas, ce qui se passe dans l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui, c'est qu'on est dans le bipartisme quasiment partout. Nous y étions également chez nous jusqu'aux dernières élections. Et là, nous sommes dans le tripartisme. Et alors, la grande problématique, à mon avis, c'est que vous avez beaucoup de Français qui aujourd'hui rejettent le système, qu'il soit socialiste ou UMP, et cherchent une autre voie. Malheureusement, la troisième fois qu'il leur est proposé, c'est la voie du Front National. J'en suis parfaitement désolé. Mais en même temps, qui, aujourd'hui, va être capable de pouvoir présenter une troisième voie crédible qui sorte du système qui a déçu tellement de gens depuis 50 ans? Voilà. T'as le mouvement de Denis Père, là, nous citoyens, qui essaye de percer, qui essaye de monter, mais il est tout nouveau. Il a été balayé, écrabouillé par les médias en 6 mois. C'est un parti qui existe depuis 1 an et demi. Je le connais très bien, je suis allé à ses premières réunions. Donc je le connais parfaitement, je fais sa promotion. Mais en même temps, il n'existe pas. Justement, ce passage du bipartisme au tripartisme, est-ce qu'on peut penser que ça peut avoir des conséquences? Probablement pas avant 2017, mais est-ce qu'on peut penser qu'il y aura une recomposition après 2017? Le tripartisme, on l'a connu en 1946. La Ve République a été configurée par les gaullistes précisément pour rejeter ce tripartisme. Tout dans nos institutions, dans notre système électoral, est conçu pour justement mettre un couvercle très solide sur cette marmite bouillonnante.
Alors aujourd'hui, ça pose quand même des difficultés énormes au regard du décalage qui existe entre la géographie politique elle-même, telle qu'elle se dessine, et d'autre part, le mode de scrutin tel qu'il se pratique par exemple au cantonal ou au législatif, qui est un mode de scrutin majoritaire, comment dirais-je, dans lequel tout est fait pour éviter les triangulaires, justement. Donc on a ici un risque de décalage très important, et ce décalage aussi alimente, je pense, un mécontentement et une incompréhension, que le résultat des élections ne traduise pas précisément l'intention des électeurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra arriver à une proportionnelle bien sûr, peu de temps? Bien sûr. Le système proportionnel, alors avec des corrections. Avec des corrections, oui. Avec des corrections. Pas intégrales, mais... C'est parce que, vous voyez, le grand maître de l'ordre des Templiers fait valoir un argument qui est toujours l'alibi. Pas de proportionnel parce que, attention, on va retomber dans les combines de la 4ème République. Mais la proportionnelle, on peut l'aménager, on peut y instiller une dose de scrutin majoritaire. En 86, c'est ce qui s'est passé. En 86, alors c'est ce qui s'est passé, et c'est vrai que François Mitterrand a bien joué, mais je pense que c'est le seul moment où on peut dire décemment que la gauche a joué avec le Front National. Là, c'est pas Hollande qui fait voter les électeurs pour le Front National, jusqu'à preuve du contraire. Sarkozy a joué lui aussi, a bien joué avec le Front National, il continue à le faire. Mais en tout cas, ce tripartisme, alors qui se dessine, il est quand même pas très nettement établi, parce que regardez, tripartisme, ça suppose 3 blocs. Le bloc que je vois sur ma gauche, il est quand même super fissuré jusqu'à présent. Bon, mais ce tripartisme suscite des questions qui sont des questions qui touchent le fond du régime sur lequel nous vivons, c'est-à-dire depuis 1958. Autre chose sur les élections? Si, juste un point, en 1946, la troisième force était des communistes. Oui, c'était le premier parti de France. C'est assez extraordinaire, c'était Maurice Thorez. Et il faut quand même savoir que les discours qui étaient prononcés à l'époque étaient à peu près les mêmes contre le Parti communiste qu'ils le sont contre le Front National aujourd'hui. C'est-à-dire c'était la peur, c'était l'amalgame, c'était l'horrible destin de ce qui se passait en Europe de l'Est avec le mur à l'époque, etc., etc. Le mur n'existait pas encore d'ailleurs, il a été fait juste un peu après. C'est ce que j'allais dire. 50 ans, il y a un Front National. Voilà, il va peut-être falloir attendre 50 ans. Mais voilà, on y a des parallèles intéressants. Mais cela dit, ce qui a ruiné le Parti communiste en France, c'est l'union avec le Parti socialiste, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il faudra aller jusque-là pour les communistes en 1946 c'était quand même des héros de la résistance. Oui, du moins, c'est le label qu'ils se sont imposés sur eux-mêmes. Je ne vois pas bien les héros de la résistance du côté du Front National, je les cherche. C'est vrai qu'il y avait une dimension historique, mais un peu différente. On va peut-être voir une recomposition des partis politiques. Peut-être une recomposition là qui va se faire. Elle est à l'œuvre. Elle n'aura probablement pas lieu avant les présidentielles, parce que là, il y a des mécaniques qui se sont jouées et qui ne changeront pas, mais après, elle est à l'œuvre, c'est une tectonique qui est quand même très lente, mais qui est toujours à l'œuvre. Et alors, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai aussi l'impression que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a une espèce de force d'inertie qui est très puissante, qui est lancée depuis, alors pour le Front National, depuis le milieu des années 80, élection municipale à Dreux, élection européenne en 84, où on voit émerger une nouvelle force politique qui devient de plus en plus crédible. Et on a l'impression que sur cette lancée, que personne ne peut rien faire contre. Il y a une espèce de sentiment d'impuissance qui est terrible, d'autant plus quand on entend le sentiment des électeurs qui disent qu'ils ne sont pas des fascistes patentés, ni des gros racistes, etc., mais qui disent bon, voilà, on a essayé. On a tout essayé. On a tout essayé, il en reste une, on va voir ce que ça donne. D'autant, et cela est peut-être aggravé par le fait que les partis politiques traditionnels se disent qu'en 2017, s'ils sont face au Front National, ils ont toutes les chances de gagner. Moi, je crois très sincèrement que la conséquence que nous vivons aujourd'hui a été provoquée par le ratage absolu de l'émergence d'un centre dans ce pays. On a essayé, et malheureusement, ce centre était balayé. Regardez la destinée de ce malheureux Bérou, qui s'est retrouvé complètement isolé. Or, évidemment que sur le plan intellectuel, la France est à la recherche d'un centre. Et comme ce centre n'a pas émergé, mais ce centre n'a pas émergé, on est resté dans le bipartisme. Et aujourd'hui, comme ce ne fonctionne pas parce que les résultats n'ont pas été probants, eh bien, on cherche une troisième voie. Et hélas, historiquement, la position de la famille Le Pen est prépondérante. Dommage. Manuel Valls, c'est un centriste. Oui.
Il n'y a pas de souci, on l'a trouvé. Mais une alliance Valls-Juppé, etc., enfin, de ce genre-là, c'est pas impossible. Pas surréaliste. Moi, j'ai toujours dit que le Front National avait rapide, parce que je voudrais qu'on passe au deuxième sujet. Juste là-dessus, parce que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire aujourd'hui. Après tout, la communication, c'est ça. C'est que le Front National a enfermé les partis classiques en disant que c'était l'UMPS, en fait, tous pareil. Et moi, je prône pour le chiche, pour l'UMPS. Et on y va. On ira. Enfin, une partie de l'un et une partie de l'autre, en tout cas. Forcément. Florence, je voudrais qu'on parle du projet sécurité. Vous avez regardé ce qu'était ce projet de loi. C'est vrai, la question, c'est jusqu'où on est prêt à limiter nos libertés pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Sois bonne. Je vais essayer. Alors aujourd'hui, c'est la fête. C'est pas parce que je suis la seule que... Bon. On peut dire que vous avez un pantalon magnifique, mais qu'on ne peut pas voir malheureusement à l'antenne. Alors, je vous ai préparé un petit best-of parce que comme tout projet de loi, c'est un peu indigeste à lire, donc je vais essayer de le rendre digeste. Alors, cette réforme s'inscrit dans une longue lignée, puisque les premiers textes sur la sécurité datent de 1991. Il y en a eu toute une série, puisqu'on a eu 16 textes en 20 ans. Les derniers textes sont ceux de 2013 sur la loi de programmation militaire, ensuite 2014 sur la géolocalisation, novembre 2014 sur le terrorisme. Et déjà, il y avait une réflexion parce qu'on a tous les agents du renseignement qui se trouvent en zone grise depuis des années, puisqu'ils nous écoutent, ils surveillent, en totale illégalité. Et depuis un an, il y a une réflexion pour légaliser toutes ces zones grises et faire en sorte que les agents du renseignement puissent intervenir légalement. Donc cette loi s'inscrit dans ce mouvement-là. Ça fait un an ce projet de loi est en réflexion. Ça s'est probablement accéléré avec les attentats du début de l'année pour qu'on mette la loi, qu'elle soit présentée au Parlement. Et donc la loi nous donne 7 domaines d'intervention dans lesquels on peut mettre en place des techniques de renseignement. Il y a 2 domaines nouveaux qui sont très peu définis et qui, à mon sens, posent problème. Les 7 domaines d'intervention, très rapidement, c'est la sécurité nationale, les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France, la prévention du terrorisme, la prévention de la reconstitution de groupements qui ont été dissous, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée, et s'ajoutent 2 nouveaux domaines. Un premier domaine d'intervention sur la protection des intérêts essentiels de la politique étrangère et l'exécution des engagements européens et internationaux de la France. Alors ça, plus flou que ça, c'est vague, oui. Là, c'est hyper vague, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre. Et le deuxième nouveau domaine d'intervention, c'est la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Oui. Alors ça aussi, on met tout, c'est très vague. C'est ça le vrai problème. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça met en place donc 2 grandes catégories de techniques de renseignement. Une première catégorie dans laquelle il y a les interceptions de données de connexion. Donc là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir autoriser les agents du renseignement de surveiller le flux des connexions. Donc là, on ne rentre pas dans le contenu, c'est uniquement, on surveille le flux. Par exemple, on va demander aux fournisseurs d'accès de mettre une espèce de boîte noire en disant, voilà, je veux surveiller tel site ou telle manifestation qui va se produire, et vous me donnez tous les flux qui arrivent sur ce site pour que je puisse faire des croisements et essayer d'avoir un profil de personnes qui vont se connecter. Donc là, c'est uniquement sur les données. Il y a également, dans le même ordre d'idée, la possibilité de poser ce qu'on appelle les MIC catchers, qui sont des petits logiciels. Voilà, c'est des logiciels qui font croire au téléphone, qui font croire au téléphone que ce sont des antennes, et donc ils peuvent récupérer les numéros des cartes SIM, les numéros des boîtiers, et donc avec ça, les agents avec les numéros de carte SIM peuvent arriver à trouver les détenteurs. C'est paraît-il ce qui a permis de savoir que quelqu'un s'appelait M. Bismuth. Par exemple, voilà. Et puis ensuite, pour le terrorisme, il y a la possibilité de consulter en temps réel le flux de connexion d'une personne. Donc ça, c'est la première partie. Puis il y a une deuxième partie qui est l'interception du contenu de ce qu'il y a dans les données. Donc les interceptions du contenu, c'est la correspondance par voie informatique, c'est la captation de paroles et d'images, c'est-à-dire pouvoir poser des caméras espions, pouvoir sonoriser des appartements, des véhicules, etc. Oui, savoir où vont un véhicule, exactement. Voilà, des balises, faire de la géolocalisation, des balises, etc. Faire le piratage des ordinateurs, et tout ceci dans le cadre du terrorisme. On peut le faire sur la personne qui est suspectée, mais aussi sur tout son entourage, que son entourage soit volontairement ou pas volontairement porteur d'informations. Donc là, on est un peu... Donc toutes ces interceptions sont un peu dans la masse.
Donc les agents du renseignement devront, la loi le prévoit, devront faire une demande d'autorisation au Premier ministre. Là, le Premier ministre est l'homme clé. Alors c'est ça. C'est l'homme clé de cette loi. Voilà, voilà. C'est le la Premier surveillance, ministre, ça c'est les techniques de surveillance. C'est Maintenant, pas on fait le comment? juge. Ah, c'est pas le juge. C'est le Premier ministre à qui on va faire une demande d'autorisation de surveillance. Le Premier ministre va devoir consulter une commission qui a été instaurée, qui remplace l'ancienne commission. Mais cette commission-là a quand même plus de pouvoir. Elle s'appelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il y a 9 personnes qui sont issues de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour de cassation, du Conseil d'État, plus une personne issue du milieu de l'informatique. Quand même un peu un sachant. Le Premier ministre consulte cette commission qui donne un avis positif, on y va, négatif. Si elle rend un avis négatif et que le Premier ministre passe outre, parce que ce n'est qu'un avis consultatif, c'est consultatif comme le comité d'entreprise. Et donc, à ce moment-là, elle peut émettre une recommandation si elle a donné un avis négatif et elle peut même saisir le Conseil d'État. Donc on a quand même un contrôle a priori, pas a posteriori, mais a priori de cette commission qui est plus fort que ce que n'était auparavant. Voilà, très très rapidement. Alors moi, ce que je vois dans cette loi sur les dangers qui peuvent en ressortir, c'est que on a cette tension dont on parlait justement tout à l'heure sur l'histoire du cockpit, c'est qu'on a une tension entre la liberté, qui est absolue, c'est une valeur absolue qui est dans la Constitution, et la sécurité, qui est une nécessité. Et donc, tout à l'heure, je parlais de principe de proportionnalité. Il faut, pour pouvoir avoir un bon équilibre, qu'on ait que ce contrôle de sécurité qu'on impose aux personnes soit proportionnel au but poursuivi. Et alors, est-ce que cette loi respecte ce principe de proportionnalité ? Le but poursuivi, il est déterminé dans la loi, il y a une définition claire, donc ça, il n'y a pas de problème sur le but poursuivi. Les techniques sont répertoriées, pas de souci, elles sont encadrées. En revanche, ce que la loi ne définit pas, c'est le lien entre la menace qu'on a pointée du doigt, on dit voilà, il y a une menace derrière, il va falloir qu'on surveille, etc. Donc il faut qu'il y ait un lien entre les menaces et la personne surveillée, parce que sinon on part sur un contrôle de masse. Et la loi ne définit pas ce lien entre cette menace et la personne, ce qui permet justement un contrôle de masse sur un certain nombre de problèmes. Ensuite, deuxième point, c'est qu'il n'y a rien sur la protection du secret professionnel des journalistes, des médecins, des avocats. C'est complètement en dehors de la loi. Alors c'est un projet de loi, peut-être que ça va venir au fur et à mesure. Les fadettes vont pouvoir... Voilà, on a un service d'agents du renseignement tout pouvoir, puisque c'est eux qui font la demande au Premier ministre, c'est eux qui mettent en place les mesures de renseignement, c'est eux qui contrôlent le registre et c'est eux qui gardent les données. Donc on a quelque chose qui est hors contrôle sur un seul service. Et on n'a rien sur le contrôle des données qui sont gardées. C'est-à-dire que la CNIL est exclue de la loi, alors que c'est son boulot à la CNIL. Oui, donc on peut les garder. Alors, on peut les garder. Alors, il y a des délais. Il y a des délais de conservation des données qui vont de 1 an à 5 ans en fonction de ce que l'on garde. Donc, et puis, dernier point, l'homme clé, je disais, Premier ministre. Ça veut dire que quand on a quelqu'un avec cette loi, avec certaines zones quand même floues et qui peuvent être dangereuses, tant qu'on a quelqu'un comme Emmanuel Valls ou autres qui sont issus de Manuel Valls, qui sont issus de gouvernements démocratiques, tout va bien, mais imaginons qu'on a un gouvernement qui n'est pas démocratique. Philippot avec Marine Le Pen. Bah voilà, par exemple, non, pas de Philippot, Premier ministre, ça me semble hyper dangereux avec ces contrôles de masse possibles en l'état du projet de loi. Avant de débattre, juste un mot, Stéphane Monson. Le garant des libertés individuelles, c'est plutôt le juge en principe, non ? Oui, jusqu'à présent, dans un état de droit, le garant des libertés individuelles, c'est évidemment le juge, mais alors Florence l'a très bien dit, c'est-à-dire que voilà, ça pose une difficulté, mais en même temps, il est inimaginable dans ce secteur du renseignement, alors c'est plutôt du renseignement intérieur, parce qu'à l'extérieur, évidemment, nos services, comme on les appelle, font à peu près ce qu'ils veulent et agissent surtout hors la loi. Mais pour le renseignement intérieur, en tout cas, on n'imagine pas, évidemment, que l'autorité administrative aille demander à chaque fois l'autorisation à un juge. Ce qui est important, et Florence l'a très bien dit, c'est que, d'une part, les moyens mis en œuvre soient proportionnés au but qu'elles poursuivent, et que, d'autre part, existe, derrière tout cela, un système de garantie suffisamment robuste. Alors, il faut dire que ce texte, il a au moins un mérite,
il est en lui-même assez faible, mais enfin, il a au moins le mérite d'exister. Oui, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Il ramène dans la sphère de la légalité des pratiques qui, évidemment, se déroulent quotidiennement, dont on ne sait que 0,1% de ce qui se passe. Bon. Mais cela dit, c'est vrai que la grande problématique, savoir jusqu'où nous pouvons limiter nos libertés pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de réponse à cette question. Les libertés ne sont pas absolues, il n'existe pas de liberté absolue, y compris dans un État de droit ou un État démocratique. La seule question à se poser, c'est de savoir jusqu'où il est acceptable à un moment donné, au regard de l'ordre social, mais c'est pas à la loi de définir ça. C'est presque à l'opinion. Oui, c'est à l'opinion, c'est à l'air du temps. Nous sommes prêts, nous, à aller. C'est presque une question de civilisation. Jusqu'où on est prêt à aller, parce qu'il y a on a l'impression que l'opinion est d'ailleurs pas très inquiète. L'opinion est rarement inquiète. Peu informée en réalité, mais vous savez, si on compare ce que vient de nous décrire Florence avec le Patriot Act américain qui a été mis en route après les attentats du 11 septembre 2001, on est très loin. Oui, mais alors eux, ils partaient de rien. Par contre, moi, bien sûr que c'est gênant. Cependant, c'est vraiment le prix à payer pour la sécurité de nos sociétés. Bon, il faut s'y faire. Ceci dit, moi, je ne me fais pas du tout à être obligé de me foutre quasiment à poil avec ma petite valise quand je dois prendre l'avion. Je l'ai fait encore ce week-end. C'est aussi quelque part... pas loin, oui. Les godasses, la ceinture, machin, truc. Il y a des tendances exhibitionnistes. Moi, je trouve que c'est une forme d'atteinte à ma liberté aussi. Donc, quelque part, quand je regarde le nombre de vigiles qu'il y a partout aujourd'hui, le prix que ça coûte à la société, qu'on n'investit pas du coup maintenant dans la recherche, dans l'éducation, dans plein de domaines, ça a un coût faramineux tout ça. Alors si ce type de législation permet simplement d'avoir un système de sécurité un peu mieux organisé dans nos sociétés et de décharger un petit peu après le fait qu'on soit obligé de se foutre à poil pour aller passer avec sa valise pour aller prendre l'avion, tant mieux. Alors maintenant, oui, probablement qu'il va falloir être très attentif à ne pas aller trop loin, mais encore une fois, on est bien loin quand même du Patriot Act américain. Moi, ce qui m'a étonné dans le raisonnement de Florence, c'est de dire que c'est bien, mais que si jamais le gouvernement n'était plus démocratique, ce serait moins bien. Mais par définition, si on n'est plus dans une démocratie, la loi n'a aucune importance. Donc, si tu veux, c'est un argument que je ne peux même pas entendre. Non, j'ai pas dit. Tu as dit ça textuellement. Non, j'ai dit que globalement, la loi était une avancée avec des protections. Simplement, il y a des faiblesses, et compte tenu de ces faiblesses, tant qu'on a quelqu'un qui est démocratique, ça va. Dès lors qu'on ne l'a plus... J'ai une parole de la présidente de l'USM, qui est le syndicat majoritaire des magistrats, qui dit « On fait croire que les mesures ne s'appliqueront qu'aux personnes soupçonnées de terrorisme. Or, le champ d'application de cette loi est beaucoup plus large. » Et c'est vrai qu'on est quand même frappé parce qu'il y a des moyens, en effet, d'intervention, des moyens d'écoute, etc. On voit bien qui sont les victimes. Il y a les avocats, il y a des gens comme ça, mais les Koulibaly, les passent au travers quand même. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ceux qui veulent mener des actions terroristes, ils sont assez armés aussi pour passer au travers de ces contrôles, non ? C'est effectivement la chose que ça m'inspire, c'est que il y a beaucoup d'intelligence. Il y a des choses qui sont mises en place. Encore une fois, c'est l'idée que l'intérêt général doit primer sur l'individu. Et en même temps, il va y avoir une telle masse d'informations collectées, un nombre incalculable de personnes qui vont être chargées d'aller chercher des informations. La question que je me pose, c'est qui va les traiter pour aller à la source de ces gens qui sont finalement ceux qu'on veut attraper. Donc c'est juste ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'informations qui les traitent et qui donnent la solution. Cela dit, c'est plutôt mieux de former des analystes informatiques que des vigiles en sortie de grands magasins. Donc au point de vue de l'évolution de l'humanité... Florence le disait, avec ce système de boîte noire, ce sont des algorithmes qui trient toutes les informations reçues. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre du Patriot Act, Bush disait, mais vous n'avez rien à craindre puisque vous serez espionné par des machines. Ce ne sera pas des gens. Alors, les gens n'interviendront, mais que vraiment, in fine, quand on aura extrait les données, etc. Et bien alors, évidemment, on s'est aperçu aux États-Unis, de ce point de vue-là, que pourquoi gêner ? On dispose d'une masse de données considérable, et on sait que, en gros, l'efficacité du Patriot Act, si tant est qu'elle ait été démontrée, a plutôt joué du côté de la lutte contre les stupéfiants. Voilà, parce qu'on est allé piocher des gens qui faisaient du trafic de stupes, mais au regard de tout ce qui concerne le terrorisme, là, évidemment, les choses sont plus discutables. Ces domaines-là, hein. Bien sûr, bien sûr. On a une loi très Bien large, entendu, il y a pas bien que entendu. le terrorisme. C'est toujours la même. Une très grande besace dans laquelle on va pouvoir aller piocher avec des garanties. Filet, quoi.
C'est toujours le même principe. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Ce qui est toujours un peu compliqué quand même. Oui, ça c'est souvent ce qu'on trouve, l'opinion des gens à l'égard, par exemple, de la vidéosurveillance qui est devenue la vidéoprotection. C'est pas inutile, c'est vrai. Bon, mais les gens vous disent, ça me gêne pas, j'ai rien à me reprocher. Mais justement, moi je n'ai rien à me reprocher, ça me gêne. Oui, ça me gênerait pas si j'avais quelque chose à me reprocher. Bon, je comprends pas bien ce raisonnement. Oui, c'est vrai. C'est un raisonnement que on passe au dernier thème, si vous voulez bien, le mondial au Qatar. Donc la Coupe du Monde aura lieu en 2022, l'hiver, puisqu'il fait chaud l'été. C'est vrai qu'on entend alors beaucoup de choses. Il y a une plainte, par exemple, contre Vinci sur le travail forcé des gens qui préparent les stades. Il y a un certain nombre de gens qui ont voté, d'ailleurs, pour l'organisation du mondial au Qatar, qui disent aujourd'hui, mais c'est une erreur. Il y a eu de la corruption, il y a des gens qui ont été payés. Donc il y a l'idée comme ça que ça serait le règne du fric, de l'argent. Et puis, de l'autre côté, oui, est-ce qu'un pays, après tout, est-ce qu'il n'y a que l'Europe ou les grands pays qui ont le droit d'organiser de telles manifestations? Moi, je trouve que c'est assez raciste, en fait, d'aller vent debout contre le Qatar, alors que les Arabes n'auraient pas le droit d'organiser une Coupe du Monde de foot. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud chez eux. Mais c'est complètement aberrant comme argument. Enfin, on peut jouer au foot. Enfin, voilà, chez les Arabes, on n'en veut pas. Le Qatar, ça pue. C'est pas un beau pays. C'est pas un beau truc. L'argent, c'est des arguments qui ne tiennent pas le coup. Enfin, je veux dire, et le seul véritable argument, c'est que ça dynamite les championnats européens parce que la date choisie n'est pas bonne. En fait, ça c'est un argument assez professionnel. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi le Qatar ne pourrait pas organiser des Jeux Olympiques, des matchs de foot, enfin, peu importe. Je suis d'accord avec toi, mais pourquoi est-ce qu'on découvre tout d'un coup qu'il fait chaud l'été au Qatar? Je ne sais pas pourquoi, dès l'origine, à ce moment-là, parce qu'il y a des tas de candidats, que ce soit l'Australie, la Corée du Sud, les États-Unis, qui ont candidaté, parce qu'ils peuvent peut-être attaquer en disant, là, vous changez la date en le mettant au mois de décembre, alors que c'était pas prévu comme ça initialement dans je ne sais pas si c'est un appel d'offres ou de candidature, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a quand même peut-être un petit problème juridique. Tout à fait raison. Qu'un certain nombre de gens incompétents ont pris des mauvaises décisions au mauvais moment sans regarder une carte météo, ça c'est un peu affligeant. C'est-à-dire que quand ça a été attribué, la date n'a pas été fixée. Enfin, on n'a pas dit tout de suite ça aurait lieu l'hiver. Non, c'était pas dans oui, on donne. C'est après qu'ils sont aperçus, mais il fait chaud. Il fait chaud. C'est ballot. Non, ce qui est déterminant, je pense, c'est que le Qatar est un grand pays du football, avec beaucoup de grandes vedettes footballistiques connues. Donc, ça a dû contribuer à ce choix. Oui, mais est-ce qu'il y a que les pays où il y a de grands footballeurs qui ont le droit? Est-ce qu'il y a le Brésil? Au Brésil tout le temps. Je dis simplement que probablement le Qatar a dû proposer sa candidature parce que c'est un grand pays du football. Ils ont envie, en tout cas, d'investir dans le football. Ah bah ça c'est clair, oui, on le voit bien, oui. Non, mais grâce à eux, on a une belle équipe. Vous pensez que c'est plutôt une question d'argent? Oh non, moi je pense pas. Personne n'oserait dire ça. Oh non, aucun lien. Nous ne savons pas. Alors, mais ça, encore une fois, tout ça est d'une hypocrisie, parce que quand on confie les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde ou un grand événement sportif à un pays qui n'a pas beaucoup d'argent, tout le monde est là à pousser des cris d'orfraie en disant ça va coûter la peau des fesses, c'est une honte, c'est un scandale, le déficit va être démentiel. Et puis là, on trouve un pays qui ne demande rien, qui a de l'argent, on dit ah mais c'est ridicule, alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête le sport, on arrête tout, on reste chez nous pour pas être filmé et écouté, et puis on n'aura même plus rien à la télévision parce qu'il n'y aura plus d'événements. Enfin, ça va être terrible. Ils ont du pognon, qu'ils organisent un truc, au moins ils le dépensent de façon intelligente. Le Nigeria est un grand pays footballistique, les gamins jouent avec des boîtes de conserve. Mais c'est bien. Il eût été par exemple intelligent que le Qatar donne son argent au Libéria pour que le Libéria organise la Coupe du Monde de foot. Ou l'inverse. Voilà, ou l'inverse peut-être. C'est plus difficile. Le Libéria donne les boîtes mais on rêve d'un monde parfait, évidemment. Sur le même principe, est-ce que tu pourrais me donner un petit peu de ton argent? Mais avec grand plaisir, Jean-Charles. Alors là, je sais qu'il pour lancer quelques livres, voilà. Mustapha, on vous a pas entendu sur un sujet qui doit vous concerner quand même. Justement, j'ai pas l'impression qu'il me concerne pour le coup, parce que quand on parle football, vos gamins quand même, ils vont regarder quand on parle, la Coupe Patrice, du Monde, Patrice, quand on parle football, effectivement, dans nos clubs, on parle pas de ça. Donc je me sens pas tout à fait concerné si on parlait effectivement de tout ce qui nous a rattrapé finalement dans ces affaires, c'est-à-dire l'affaire Vinci, dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire ce traitement en esclavage pour les personnes qui travaillent sur la mise en place des édifices. Voilà le sujet qui est ressorti. Je crois que c'est quand même un sujet qu'on se doit de faire émerger aussi.
Il y a cette histoire d'argent, mais tout le monde le sait. L'argent domine maintenant le football. Alors maintenant, est-ce que c'est encore du football? Puisqu'on est plutôt dans le spectacle que dans le football. Donc voilà deux raisons pour lesquelles je me sens pas tout à fait. C'est la raison pour laquelle je me sens pas tout à fait concerné. Et enfin, c'est là où Jean-Charles a complètement raison, c'est que après tout, on veut donner une dimension universelle au foot. Après tout, qu'on place le football et ses compétitions partout sur la planète, et partout, c'est possible de le faire. La vraie question que je me pose, c'est sur les problèmes de sécurité, pour le coup. Et là, je fais juste une parenthèse, quelque chose qui, moi, me fait peur, pour le coup, sur le plan mondial, et qui peut nous rattraper, peut-être même durant cet événement, c'est ce qui se passe au Yémen, avec ce conflit absolument terrible et qui avance. On parlait de plaques tectoniques tout à l'heure sur le plan local, géographiquement en France, mais sur le plan mondial, ce qui se passe avec la lutte des chiites contre les sunnites, on les retrouve complètement implantés dans cette région du globe. Et ça peut éventuellement se rattraper. C'est juste la réflexion que j'ai. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas très concerné par cette histoire de football au Qatar. Cela dit, est-ce qu'il n'y a pas une constante, on l'a vu avec l'URSS, quand c'était en URSS, avec la Chine, à ce que la politique se mêle des grands événements sportifs? C'est une, mais c'est une habitude. C'est une habitude. Hein. Et c'est en ça que je ne me sens pas spécialement concerné en tant que président de club de foot amateur. Voilà. D'autres choses là-dessus? Non, moi j'attends de voir cette compétition avec impatience. Et, de toute façon, on a le temps, c'est 2022. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sont les annonceurs qui se frappent les mains parce que si c'est en hiver, les gens sont plus derrière leur poste de télé, donc il y aura plus de pubs et ça rapportera plus d'argent aux annonceurs. Non, la seule chose qu'il faudrait savoir, mais ça, il y aura sans doute des enquêtes, c'est est-ce qu'il y a eu de la corruption pour l'attribution de ce mondial. Mais ça, on n'y est pas encore. Voilà, on a terminé les trois thèmes. Est-ce qu'il y a des choses dans l'actualité qui vous ont... en dehors de ces thèmes-là, qui vous ont interpellé? Alors moi, j'ai cherché une bonne nouvelle. Oui. J'en ai trouvé une. Il y a un champion du monde de... Non, j'ai trouvé une bonne nouvelle. Le 24 mars a été signé un accord entre les banques et les compagnies d'assurance pour le droit à l'oubli des personnes qui ont eu un cancer et qui sont guéries. Et là, je trouve ça super, parce que là, d'habitude, on doit remplir, si vous avez suivi des traitements chimiothérapiques sans que ce soit déterminé dans le temps, et tous ceux qui avaient eu un cancer devaient cocher oui, et du coup, ils n'avaient pas leur prêt. Et là, il y a un droit à l'oubli sur lequel se sont engagées les compagnies d'assurance et les banques, et au-delà d'une certaine durée en fonction des cancers subis, les gens n'auront plus à indiquer s'ils ont fait des traitements de chimio ou pas. Et je trouve que c'est une belle avancée et c'est une bonne nouvelle. Un mot peut-être, parce que c'est fini, mais la circulation alternée, vous avez trouvé ça bien ou pas bien? C'est ridicule. J'étais numéro impair. J'étais numéro impair, voilà. C'est absurde. Comme d'habitude. Je m'en fous, j'ai 2 voitures, mais... Non, mais c'est ridicule. Enfin, encore une fois, c'est les pauvres qui en prennent plein la gueule, parce que je veux dire... il faut avoir 2 voitures. Mais quand on a de l'argent, on prend le taxi, c'est absolument pas dérangeant. Enfin, je veux dire, quand on est cadre supérieur, on peut décaler un rendez-vous, on peut arriver avec 2 heures de retard, tout ça n'est pas très grave. Mais en revanche, quand on est serveur dans un restaurant, quand on est employé quelque part et qu'on doit traverser, qu'on habite au fin fond de la banlieue, parce qu'on n'a pas de quoi se payer un appartement dans les quartiers bobos de la capitale, et qu'on va quand même bosser là-bas, là, on dit, oui, mais c'est normal, hein, c'est pollué, vous allez donc mettre 3h30 pour aller bosser, et 3h30 pour en repartir, mais c'est ridicule, quoi. Je veux dire, c'est pour un truc, c'est des effets d'annonce. En plus, on peut utiliser une vieille voiture polluante impair, voilà. pas une voiture neuve qui ne pollue pas. Sauf que ça suppose qu'on reste dans le tout voiture, c'est-à-dire que ce soit les riches ou les pauvres doivent absolument accéder à la capitale par voiture. Bien sûr, mais en l'occurrence, on pensait à des alternatives. Oui, mais quand tu habites à 70 km de ton lieu de travail, tu restes dans le tout voiture. Ça, c'est une certitude. Sinon, je veux dire, après, on peut rêver, mais... Et les transports en commun, la grande ils vont pas majorité. venir demain. Pardon ? Les transports en commun, ils vont pas venir demain. Oui, simplement, c'est juste qu'il faut qu'on avance sur le sujet aussi. Et je ne suis pas persuadé qu'en ayant ce type de réflexe à chaque fois, on puisse, pour le coup, avancer. C'est ça. Non, mais au-delà de ça, je ne sais pas quel est l'impact. Est-ce qu'il y a des résultats sur l'impact de... Est-ce que vraiment ça fait baisser la pollution? Non, Ils arrivent toujours un peu tard. Moi, j'ai l'information. D'abord, il n'y a pas de prévention. ça ne fait pas baisser parce que le temps de la prise de décision, la pollution s'est arrêtée. Donc, on arrête de polluer quand il n'y a plus besoin. Non, sinon, moi, j'aurais aimé que vous nous donniez des bonnes nouvelles de Solar Impulse. La prochaine fois, avec grand plaisir. Voilà, l'émission se termine, Mustapha. Rien d'autre? Non, moi j'avais pas de coup de gueule, pas de coup de cœur. Simplement, l'émission est vue donc par beaucoup de gens qui vous admirent, Patrice, et donc j'ai ce privilège d'être celui qui doit se lever pour dire à la France entière
Patrice, tout le monde t'aime. Et on m'a demandé de te faire la bise. C'est bravo et encore merci. Voilà, c'est le message de tous les téléspectateurs. Je suis porte-parole. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Bravo. Une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Merci, monsieur le porte-parole. Merci à tous les 5. J'allais dire tous les 6. Non, vous êtes 5. Merci beaucoup, Stéphane Monson. J'espère que voilà, vous revenez dès que vous voulez bien. Hein, avec grand plaisir. Oui. Avec grand plaisir. L'émission est terminée. On se retrouve très vite pour un nouveau PAF et un nouveau commentaire de l'actualité. Génial. Bravo.